Bienvenue dans cette vidéo où on va parler coronavirus et marché immobilier. Est-ce que le coronavirus peut entraîner une crise immobilière de quelle ampleur? Est-ce que c'est une crise légère, passagère, comme on est en train de vivre actuellement avec le confinement? Ou est-ce que c'est une crise qui va être un petit peu plus grave et pourquoi pas est-ce que le coronavirus pourrait entraîner carrément un crack immobilier, sachant que un crack c'est une crise plus sévère puisqu'on parle en général d'une perte d'à peu près 20% de la valeur en quelques semaines voire quelques mois. Donc on va regarder un petit peu tous les facteurs qui sont influencés par la crise sanitaire du coronavirus et comment est-ce que ça peut impacter, on va dire, le marché immobilier. Aujourd'hui, on va étudier aussi secteur par secteur, puisque dans l'immobilier, il n'y a pas que l'immobilier d'habitation, il y a d'autres types en fait d'immobilier qui sont plus ou moins durement impactés par la crise. On verra les effets immédiat et puis on se demandera en fait si ça peut continuer comme ça. Et puis on élargira un petit peu aussi sur l'économie, puisque l'immobilier en fait est impacté par l'environnement économique. Par exemple la crise des subprimes qui est née aux États-Unis en 2008. Eh bien, c'est une crise financière qui reposait sur une bulle spéculative de l'immobilier et ça s'est propagé partout dans le monde, un petit peu comme le coronavirus aujourd'hui. Mais on n'est pas du tout sur le même type de crise avec le coronavirus. Donc on verra quel impact ce virus en fait peut avoir sur le marché immobilier. Alors bien sûr, tout cela ne reste que mon opinion personnelle. J'ai aucune boule de cristal, comme tu n'en as pas non plus, et il appartient à chacun en fait de se faire un petit peu son idée. Moi je suis là pour poser des questions, te donner un avis. Après, est-ce que ça se réalisera, ça se réalisera pas? Est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que je passerai pour un fou quand il y a dans un an, une fois que la crise sera passée? Je n'en sais rien. Et puis après, il faut aussi voir parmi mes projets particuliers, on va dire ma situation personnelle, où je suis propriétaire de 230 garages majoritairement à crédit, sachant que les crédits, je les ai pris petit à petit, un par an depuis les 7 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y en a une partie qui est déjà bien remboursée et puis une autre qui est toute fraîche. Et je suis aussi en recherche d'un investissement dans ma résidence principale, d'accord? Donc je suis au fait du marché. J'habite à Angers, qui est une petite ville, Alors, il y a déjà 200 000 habitants, un peu plus dans l'agglo, c'est situé entre Nantes et Le Mans, donc entre Nantes et Paris, on va dire, pour faire grosso modo, avec un marché immobilier très très dynamique les 2 dernières années. Alors, le coronavirus, aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, le virus peut tout à fait affecter l'immobilier. Le premier effet que le coronavirus a eu sur l'immobilier, c'est déjà de nous mettre en confinement chez nous. Et donc ça a littéralement gelé le marché immobilier. Aujourd'hui le marché est en pause puisque il n'y a aucune visite immobilière qui se fait à l'heure où je tourne cette vidéo et ça dure déjà depuis plus de 3 semaines. D'accord? Donc ça veut dire que là aujourd'hui, on ne fait rien. D'accord? On ne sait pas si les prix montent, s'ils descendent, etc. On n'en sait rien. On verra un petit peu, je te donnerai quelques indices pour voir comment ça peut se passer dans les semaines et les mois à venir. Donc, premier état des faits, quel impact ça a? Donc, pour la profession immobilière, forcément, c'est un gelé, ça crée, on va dire, quelques tensions puisque les ventes chez les notaires sont ralenties puisque le personnel des notaires est parfois en chômage technique, voire en télétravail, mais c'est plus rare. Et puis, il y a toutes les formalités aussi qui sont ralenties puisque les services de l'État, des hypothèques, etc., tous les documents qu'il y a à rassembler pour qu'une vente immobilière soit conclue, c'est compliqué, par exemple, d'aller faire les diagnostics immobiliers chez les gens. Donc déjà, ça crée un gel au niveau des transactions. Ensuite, au niveau des locations, il y a un secteur particulièrement touché et malmené qui est le secteur de la location courte durée. Et oui, puisque forcément, avec le confinement, on ne peut plus se déplacer, donc on n'a plus besoin, on va dire, de trouver des logements. On ne peut plus partir en vacances, on ne peut plus partir en déplacement professionnel, sauf cas rare, et donc forcément le marché là est en train de se prendre un très très fort recul avec des annulations qui ont été à l'appel. Personnellement, moi j'ai fait 2 annulations en fait sur des séjours courte durée que j'avais prévus et je ne suis pas en train de réserver mes futures vacances puisque je ne sais pas si je pourrai partir en vacances si le confinement sera terminé. Donc forcément, c'est un creux énorme, d'accord? Il y a sûrement eu des annulations un peu avant le confinement, pendant le confinement, et il y aura une baisse d'activité
après. Donc tout ça, ce sont des loyers en fait qui sont en moins pour les loueurs courte de durée, d'accord? Donc je leur souhaite que ça ne dure pas trop longtemps, puisque bah, forcément, plus le confinement va durer, plus les restrictions de circulation seront importantes sur la durée, et plus moins il y aura de rentrée d'argent. Et quand on investit à crédit, eh bien il y a toujours une partie de charges fixes, notamment les mensualités, la taxe foncière, et tout ça, il faut bien le payer, d'accord? Plus les charges de copropriété. Bah, quand on n'a pas de rentrée d'argent en face, eh bien tout ça, ça fait mal, puisque c'était pas du tout budgété en général quand on fait les plans d'investissement, quand on va voir la banque. Donc ce secteur-là est très gravement touché. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va durer plus longtemps? On en reparlera dans la partie scénarios économiques qui peuvent se dérouler après, on va dire, pendant et après la crise du coronavirus. Alors pour les locations longue durée, eh bien comment ça se passe pour les locations longue durée? Bah, tout est gelé aussi, c'est-à-dire qu'on peut plus déménager, donc les gens qui avaient prévu d'emménager ou de déménager, aujourd'hui, en général, on peut prolonger le contrat. C'est-à-dire que moi, les locataires m'appellent et j'ai personne en fait qui déménage, mais j'ai personne qui emménage non plus. Donc en général, les gens demandent à prolonger la fin de bail et à décaler la fin du préavis qui était prévu. Donc pas de gros impact de ce côté-là. Pour les garages, c'est comme ça. Pour les appartements, j'imagine que c'est strictement la même chose. Donc, grosso modo, les loyers continuent de tomber. Le seul hic qu'il peut y avoir, c'est que si les personnes qui sont nos locataires subissent des pertes de revenus parce que, vous êtes indépendant, commerçant, vous avez votre boutique qui est fermée parce que vous ne faites pas partie des commerces prioritaires, forcément vous avez une perte de revenus qui est assez sévère, d'accord? Vous pouvez tout perdre. Même s'il y a des compensations qui sont faites par l'État, eh bien ça ne remplace peut-être pas votre revenu habituel. Et je ne pense pas que l'État va s'amuser à compléter à 100% les pertes de revenus. Si tu es au chômage technique, c'est pareil, il y a une perte de revenus. Je crois qu'on est rémunéré qu'à l'ordre de 86% de son revenu. Donc ça veut dire qu'il y a 14% qui manque. Et ça peut impacter, on va dire, les locataires. Donc forcément, si les locataires ont moins de revenus, eh bien ils sont peut-être plus en difficulté pour payer leur loyer, pour payer leurs charges, et ça, c'est pour nous, investisseurs, ça peut vraiment être compliqué. On peut aussi penser aux propriétaires de leur résidence principale, qui eux aussi ont des mensualités à payer sur leur résidence principale. Deux personnes qui se retrouvent au chômage technique, ou il y en a une qui perd carrément son emploi, et qui se retrouve au chômage tout court, et bien forcément, quand on a budgété un train de vie qui repose sur 2 revenus à temps complet, et puis qu'il y en a un au chômage et un autre au chômage technique, eh bien combien de temps est-ce qu'on peut durer à rembourser normalement les crédits et à vivre? Alors c'est sûr que pour l'instant, tant qu'on est confiné, on peut pas non plus faire des dépenses extraordinaires, d'accord? On est chez soi, on peut pas aller au restaurant, au cinéma, etc. Donc on dépense aussi moins d'argent, mais on a quand même une baisse de revenus. Voilà, donc ça c'est sur les locations, on va dire longue durée, habitation, garage, qui sont pour l'instant épargnés. En tout cas, moi j'ai fait mon contrôle des loyers au mois de mars, j'ai 0 retard de paiement ou impayé. Après là, on est début avril, je devrais recevoir plein de chèques, mais avec la poste, malheureusement en ce moment c'est assez décalé, donc j'attends toujours mes chèques, mais j'imagine que ça arrivera d'ici la fin du mois. Le secteur qui sera aussi, à mon avis, assez impacté, c'est le secteur de la location professionnelle, puisque à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un magasin, d'un pas de porte, d'une petite usine ou d'un petit local artisanal, eh bien là vous vous adressez à des loueurs, les locataires qui sont professionnels, d'accord? Et c'est aujourd'hui les entreprises qui essuient le plus gravement la crise, puisque forcément quand on vous demande d'arrêter votre activité, eh bien le chiffre d'affaires tombe à 0 ou presque, et vous avez toujours les charges à payer en face, d'accord? Donc ça c'est compliqué. Alors même si l'État a promis qu'on éviterait au maximum les faillites, je ne peux pas douter qu'il y aura en fait des faillites qui vont réellement se produire, puisque l'État n'a pas les poches infinies et on ne pourra pas sauver tout le monde malheureusement. Après ça fait partie aussi des risques de l'entrepreneuriat, et même si c'est un risque exceptionnel et un choc sanitaire très violent, eh bien ça fait partie aussi des choses qui malheureusement impactent la vie des entreprises. Alors, si ton locataire, pour une manière générale, je pense que ce secteur-là, en fait, ça va être compliqué dans les années à venir, avec des impayés qui peuvent se produire et qui seront en tout cas plus violents que dans
l'économie des locations pour les habitations ou les parkings et les garages, d'accord? Et donc forcément, des entreprises qui ne vont pas bien financièrement sont des entreprises voilà, qui vont avoir du mal à payer leurs salariés, et donc peut-être des gens aussi qui vont se retrouver au chômage, et les gens au chômage forcément auront du mal, eux, soit à payer leur loyer, soit à rembourser leurs emprunts. Alors après, plus la crise va durer dans le temps et plus ça va être compliqué en fait de revenir à un niveau d'activité économique d'avant crise, d'accord? Et si le climat économique en fait se détériore plus ou moins gravement, eh bien ça aura forcément un impact sur l'immobilier. Je m'explique. Aujourd'hui en fait en économie, ce qui permet d'avoir un niveau de vie extrêmement satisfaisant de vivre dans un pays développé, etc., eh bien c'est le crédit. Plus il y a d'argent qui circule dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de crédits qui sont créés, et plus en fait tout le monde s'enrichit. D'accord? C'est-à-dire que plus il y a de revenus disponibles, plus il y a d'argent dans le monde, et plus c'est facile de le répartir au sein de la population. Et au sein de la population, eh bien, on a trois agents économiques principaux. On va dire, on a les ménages, les entreprises et l'État. D'accord? Et puis après, on peut diviser dans les entreprises celles qui sont financières, de pas financières. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Grosso modo, les dépenses des uns sont les revenus des autres, d'accord? C'est-à-dire que quand moi je dépense 100 € pour aller au restaurant, eh bien le restaurant lui encaisse 100 € de chiffre d'affaires et l'État lui taxe la TVA plus toutes les charges sur le restaurant, et puis il les reverse sous forme d'aide aux particuliers, aux entreprises, et puis ça fait tourner le business, d'accord? Mais si tous les agents économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers, anticipent des baisses de revenus, d'accord? On les vit déjà, hein, les baisses de revenus. Moi, je suis pas épargné, je suis comme tout le monde. Sauf que, à partir du moment où il y a un élément qui manque pour moi dans l'économie, qui s'appelle la confiance, et que tout le monde va anticiper en fait une baisse de revenus plus ou moins longue, plus ou moins forte en fonction de ce qu'on prévoit chacun pour la durée de la crise du coronavirus, eh bien forcément on va avoir tendance à réduire les dépenses. Et réduire les dépenses, eh bien c'est jamais bon, parce que ça veut dire qu'on va aller dans des récessions, et si moi je dépense moins, eh bien il y a quelqu'un en face qui gagne moins. Et donc forcément on rentre dans un cercle vicieux, puisque si toi tu gagnes moins, tu vas moins dépenser, et ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des chocs économiques assez violents, puisque quand tout le monde va bien, quand la confiance est là, et que tout le monde fait du business, il y a la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'accorde un crédit, un délai de financement, et puis tu peux consommer, et donc moi j'ai mon argent, mais je l'ai pas forcément tout de suite, mais je peux compter dessus parce que je sais que je t'ai prêté et je sais que tu vas me rembourser. Alors que dans un climat où la confiance est moins là, forcément on est moins tendance à prêter de l'argent, on a moins tendance à faire confiance en fait à l'agent économique avec lequel on est en train de faire du commerce, que ce soit un particulier ou une entreprise, et ça restera un petit peu, on va dire, les possibilités de chacun. Ça reste que ma vision des choses, mais si entre agents économiques déjà, entreprises, particuliers, entreprises, on commence déjà à limiter, on va dire, les sorties d'argent et donc les revenus des autres, eh bien il y a une partie de l'économie, un pan entier en fait, sur lequel une partie de son business, c'est de prêter de l'argent. Ce sont les banques. Et les banques, en fait, elles, aujourd'hui, elles se retrouvent avec, on va dire, elles sont un peu prises entre le marteau et l'enclume. Parce que, d'un côté, en fait, elles ont des actifs financiers dans leur bilan qui sont cotés en bourse. Et on sait qu'on vient de vivre, on va dire, un krach boursier, puisque, ça fait moins 30, voire moins 40 sur certains marchés en seulement l'espace de quelques semaines. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en période de deuxième rebond. Est-ce que ça va durer, pas durer? Personne ne le sait, mais en tout cas les banques, elles, leur bilan, il est bien dégradé, puisque forcément quand vous avez des actifs dedans qui sont des actions, des obligations, etc., et que tout ça prend 30% de valeur en moins, on ne peut pas dire que financièrement vous soyez aussi stable qu'avant la crise. Et le deuxième phénomène, c'est pour ça aussi que les actions des banques, les activités financières se sont plus casser la figure sur les marchés financiers que les autres types d'entreprises, c'est que en fait les gens qui possèdent des actions anticipent aussi les défauts des locataires et des défauts de crédit, des défauts de la part des entreprises, puisque forcément quand vous avez votre chiffre d'affaires qui se casse la figure parce que vous pouvez pas mettre vos gars sur un chantier, ou vous pouvez tout le monde est en télétravail, mais vous n'êtes pas aussi efficace en télétravail que quand vous êtes au bureau, et puis de toute façon vos clients eux aussi sont en télétravail et vos fournisseurs aussi, et donc forcément tout est ralenti, et c'est compliqué d'un point de vue économique, eh bien ça va être compliqué de rembourser.
D'accord? Alors même s'il y a des reports de trésorerie, il y a un fonds de garantie par l'État, etc., ce qui est très bien pour, on va dire, freiner l'économie, pour faire redémarrer l'économie et redonner de la confiance aux banques et aux entreprises, eh bien on ne peut pas dire que ce sera non plus limité. Et puis d'un côté aussi, les banques financent de l'immobilier. Donc forcément, à partir du moment où il y a des propriétaires immobiliers qui ont investi à crédit, comme moi par exemple, et là vous avez fait de la courte durée, vous avez 10 appartements en courte durée, et boum, vous n'avez plus personne, et ça dure un mois, et ça dure 2 mois, et ça dure 3 mois, etc. Et puis vous voyez les carnets de commandes qui se remplissent pas, alors que la saison printemps-été c'est quand même la meilleure, et vous avez quand même du souci à vous faire, d'accord? Donc vous pouvez reporter les crédits, vous pouvez faire des modulations, etc. Mais vous, la banque, forcément, vous dites, oulala, attention, il y a X clients qui ont fait des reports de crédit, donc forcément, ça va être compliqué. Et ça vous engage pas à refaire des crédits, puisque si vous vous dites, ah bah tiens, mes clients qui ont fait des crédits, ils ont du mal à rembourser leur crédit, peut-être qu'ils vont devoir vendre l'immobilier, et s'ils sont plusieurs à devoir vendre l'immobilier en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien forcément, il va y avoir beaucoup de biens qui vont se retrouver sur le marché immobilier, mais en face, les acheteurs, ils vont être moins nombreux, parce que ils subissent des baisses de revenus, et 2, ils vont avoir sûrement moins la confiance des banques, et les banques, elles se garantissent comment quand elles font un crédit? Elles se garantissent sur vos revenus futurs, qui aujourd'hui, on peut pas dire que vous allez gagner autant cette année que l'année dernière. À mon avis, ça arrivera, mais ce sera pas la majorité des cas. Donc pour les banques, c'est moins confortable. Et puis il y a un moment, elles ont des hypothèques, elles ont des garanties prêteurs de deniers, c'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont saisir le bien immobilier, mais encore faut-il qu'elles sachent à peu près la valeur de ce bien immobilier. Quand tout va bien et que le marché n'est pas en pause comme aujourd'hui, c'est très facile, on va dire, de savoir comment est-ce que vous pricez, vous chiffrez en fait la valeur d'une maison. Aujourd'hui, là, les banques ne savent plus faire. D'accord? Elles attendent, et ça je le sais parce que j'ai un bon copain qui est courtier immobilier, et souvent quand il fait des regroupements de crédit consommation, il le fait pour des propriétaires immobiliers, mais du coup la banque, elle regarde la valeur de la résidence principale, et là en fait, tous ces dossiers-là sont gelés, parce que la banque ne sait plus donner en fait de valeur au prix immobilier, parce que personne ne sait aujourd'hui comment le marché va repartir. Ce qui était sûr, en tout cas, c'est que avant le début du coronavirus, eh bien le marché immobilier était quand même au plus haut. D'accord, on vivait des trucs où, quand moi je visitais des maisons, il y a des gens qui surenchérissaient sur le prix des maisons affichées. D'accord. Alors je dis pas que Angers c'est représentatif de la France, etc. Mais en tout cas sur le marché en juin, les transactions se faisaient très 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 vite. Des fois les maisons une matinée. Moi, la dernière maison sur laquelle j'ai fait une offre, elle était offre au prix. On était 6 à avoir visité, on était 6 à avoir fait une offre au prix. D'accord? Donc pour te dire, et ça c'était juste entre 9h et 13h. Donc on était vraiment sur un marché très enthousiaste, on va dire, avec peu d'offres et beaucoup d'acheteurs, d'accord? Et des acheteurs finançables. Là, aujourd'hui, peut-être que ça peut changer les choses, d'accord? Le fait d'avoir une espèce de pause et d'avoir un environnement économique, on présage quelque chose quand même qui soit pas terrible pour l'année à venir, et peut-être même ça va peut-être même durer plus d'1 an, qui sait. Fin 2019, on a aussi le Haut Conseil à la stabilité financière, d'accord? Donc c'est un organisme qui dépend de Bercy, qui a en fait tiré une petite bille d'avertissement, d'accord? Il a demandé en fait aux établissements bancaires de respecter strictement le taux d'endettement de 33% et de limiter les durées de crédit à 25 ans, d'accord? Parce qu'ils ont peur en fait qu'il y ait eu un emballement de spéculatif sur certaines zones, d'accord? Je dis pas que ce sera toute la France qui s'emballe, mais voilà, en tout cas, il y a eu ce truc-là qui s'est passé, et on a vu un impact quasiment immédiat, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est au mois de mars, et je crois qu'en février, il y a eu 11% de crédit en moins du fait en fait de ce respect de cette règle qui a été posée par le Haut Conseil à la stabilité financière. Donc ça veut dire que déjà, il y avait des inquiétudes sur le secteur immobilier, comme quoi ça pouvait être spéculatif dans certains coins, et on voit tout de suite que le volume de crédit se diminue. Donc ça veut dire aussi moins d'acheteurs. Et forcément, toi, si tu es dans une situation financière qui est moins facile, eh bien, tu vas être amené éventuellement à vendre ton immobilier, ou d'autres personnes vont être amenées à vendre l'immobilier, donc un peu plus d'offres.
un peu moins de demandes puisque moins de financement, moins de revenus, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et ça peut tout à fait en fait déséquilibrer le marché immobilier et partir dans une crise avec beaucoup plus d'offres que de demandes. Et donc forcément, quand il y a beaucoup plus d'offres, et bien les vendeurs n'ont plus la main. Ce sont les acheteurs qui reprennent la main et qui vont aller forcément négocier les prix de l'immobilier avec des délais de vente qui vont s'allonger parce que en fait tout le monde va essayer d'attendre on va essayer de mettre la pression sur les vendeurs pour qu'ils baissent leur prix. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura sûrement des affaires immobilières à faire. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu es propriétaire d'immobilier, eh bien ça peut-être être compliqué dans les années à venir et qu'il va falloir passer cette crise. Alors, avant d'arriver sur les solutions pour passer la crise immobilière sur l'immobilier, il faut déjà préciser que tous les actifs immobiliers ne vont pas réagir de la même façon. Je pense que les locations courte durée et les locaux d'activité professionnelle vont être le plus touchés. D'accord ? La location courte durée, pourquoi ça risque d'être plus touché ? Parce que, il y a deux clients. Il y a les clients particuliers qui peuvent aller pour des vacances ou des déplacements dans la famille, etc. Ça va peut-être reprendre assez rapidement à la fin du confinement parce qu'on va tous avoir envie d'aller voir ses proches. Mais en termes de budget vacances, si on prévoit des chutes de revenus, etc., eh bien peut-être qu'au lieu d'avoir une location, on va peut-être aller au camping ou on va peut-être partir moins loin. Enfin, il y a peut-être des ajustements, on va dire, qui vont se faire en termes de location, et donc peut-être des calendriers et des prix qui vont avoir tendance à baisser dans le secteur de la location courte durée. Et puis il y a aussi tous les clients, on va dire entreprises, les gens qui se déplacent pour l'entreprise. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, les entreprises n'ayant moins de budget, moins de revenus, ils vont moins envoyer leurs commerciaux, leurs représentants, leurs cadres dans des meublés et ils font tout simplement moins de déplacements. En tout cas, nous, chez Leroy Merlin, quand j'ai vécu la crise en 2012, 2008 à 2012, eh bien, on avait des restrictions assez sévères en termes d'embauche de personnel et aussi en termes de déplacement et en termes de frais en général. On a demandé quand même de maintenir, on va dire, des niveaux de dépenses au plus bas, d'accord ? Parce que c'est souvent comme ça que ça se produit en termes de crise. Et donc forcément, les locations meublées vont être impactées. Concernant les locations professionnelles, le risque principal, en fait, c'est un défaut du locataire, c'est-à-dire une faillite. Et derrière, pour relouer, ça risque d'être compliqué, puisque forcément, si votre locataire fait faillite, eh bien, il faut trouver un nouveau locataire. Mais si toutes les entreprises en fait ne vont pas bien parce qu'elles sont plus confiantes, que le chiffre d'affaires est en baisse, etc., ça va être compliqué de retrouver des locataires. Et donc c'est pour ça en partie que les rendements qui sont offerts dans les locations professionnelles sont beaucoup plus élevés que dans les locations d'habitation, parce que c'est très sensible en fait par rapport au cycle économique. Et quand on est dans des périodes où on parle de récession, d'augmentation de chômage, etc., eh bien forcément c'est que les entreprises ne vont pas bien et donc c'est compliqué, on va dire, de louer des locaux commerciaux ou industriels ou des pas-de-porte ou des boutiques. D'accord ? Parmi les régions, eh bien, toutes les régions en France ne seront pas touchées de la même façon, d'accord ? Puisque là où, on va dire, il y a une vraie demande, parce que on est dans un tissu économique dense, que ça marche, etc., on peut s'attendre à ce que les prix baissent moins, puisque forcément, quand les gens, il y aura peut-être un peu plus d'offres, il y aura peut-être un peu moins de demandes, mais ça va se stabiliser beaucoup plus rapidement que dans les zones où il y avait vraiment un emballement spéculatif. Moi, je suis incapable, en fait, de dire comment ça va se passer, mais je peux supposer que ça commencerait d'abord dans les zones les moins tendues, puisque par essence, aujourd'hui, quand on est dans des premières couronnes, deuxième couronnes de grandes villes, eh bien, on voit des prix pour des pavillons qui sont vraiment très très élevés, d'accord, en comparaison à ce qu'il y avait il y a 4, 5, 6, 7 ans. Forcément, ce sont les personnes qui ont les revenus les plus modestes, d'accord, des gens qui travaillent mais qui ne peuvent pas non plus se payer des trucs en centre-ville. Et forcément, c'est ces gens-là qui aujourd'hui peut-être sont au chômage technique, qui vont peut-être se retrouver au chômage tout court dans quelques années, et c'est de ces gens-là qui voient aujourd'hui leurs conditions de crédit restreintes par les banques et le Conseil à la stabilité financière. Donc forcément, sur ce marché-là, plus vous êtes loin des centres-villes et moins vous allez avoir de demandes pour l'achat. D'accord ? Et donc forcément, vous, quand vous êtes propriétaire, que vous voulez vendre, vous allez devoir baisser vos prix. Mais ça risque en fait d'impacter jusqu'au centre-ville. D'accord ? Il y a sûrement la deuxième couronne sera touchée avant la première et ainsi de suite, et ça arrivera peut-être en centre-ville. Ou peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, personnellement, en tant qu'acheteur de résidence principale, j'espère que les prix vont baisser. C'est aussi pour ça que cette vidéo elle est à charge, hein. Je ne te cache pas mes intentions, puisque forcément je t'invite aussi à te poser la question à chaque fois que tu regardes une vidéo sur internet, que tu lis un article de journal. Il y a un moment, nous sommes des êtres
humain, doté d'émotions, de rationalité, mais nous avons des biais, d'accord? Et donc forcément, moi j'ai mes propres biais et je te les expose parce que ça peut te permettre de nuancer mes propos et te dire, ah bah oui, peut-être que Julien, il espère que les prix immobiliers vont se casser la figure parce qu'il veut acheter sa résidence principale et parce que, voilà, ses crédits, lui, il a tellement de locataires avec les garages qu'au final, s'il y en a un ou deux qui se cassent la figure et qui font des défauts de paiement, ça changera rien à mes remboursements, d'accord? Alors que quand tu as un locataire d'appartement qui fait défaut, et bien ça commence à changer quelque chose par rapport au remboursement de tes emprunts. Bref, quand on est propriétaire d'immobilier, comment on fait pour passer la crise? Alors quand on commence à avoir des difficultés de trésorerie, il ne faut pas hésiter à parler à son banquier. Il ne faut surtout pas faire l'autruche et mettre la tête dans le sable et pas regarder ce qui se passe, d'accord? Parce que c'est reporter le problème et le problème va s'accumuler, ça va grossir et ça va être de plus en plus difficile de le traiter, d'accord? Donc on y va, on pose des questions, on ressort les contrats, on relit, on va dire, tout ce qui est les clauses de modulation, de report d'échéance, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a et on n'hésite pas en fait à en discuter avec son banquier pour faire ça. Ensuite, en fonction des prévisions que tu peux faire, eh bien il faut prendre une décision, d'accord? Plus tu es pessimiste et plus il faut déclencher rapidement le report, on va dire, des échéances, voire éventuellement la vente de ton immobilier, parce que comme il y a un adage que j'aime bien qui dit que la première perte est la bonne, et c'est-à-dire qu'il faudra toujours mieux, si tu penses qu'on va dans une crise ou un crack immobilier en 2020 ou en 2021, il faut toujours mieux vendre en premier, parce que ça veut dire qu'on est encore dans le haut du marché, même si ça commence à chuter, et qu'il ne faut pas hésiter, on va dire, à négocier et à lâcher du lest au niveau des négociations avec les acheteurs, parce que tu seras toujours mieux à vendre aujourd'hui que dans un an si le marché s'est cassé la figure, d'accord? Et plus tu attends, plus les prix risquent de baisser aussi. Si tu dois te retrouver dans cette situation de vendre l'immobilier parce que voilà, au niveau du cash flow, etc., tu commences à avoir des sursauts, à mal dormir la nuit, eh bien je te conseille de vendre l'immobilier le plus ancien. Pourquoi? Parce que c'est celui que tu auras acheté le moins cher, donc potentiellement celui sur lequel tu vas dégager une plus-value, et c'est aussi l'immobilier sur lequel, on va dire, tu auras le plus de capital remboursé. D'accord? Donc si l'effet je revends plus cher et j'ai remboursé du capital, ça devrait te dégager logiquement plus de cash flow, plus de cash en fait sur tes comptes en banque, et ça peut te permettre de tenir sur les autres investissements immobiliers pendant X temps. D'accord? Peut-être 6 mois, peut-être un an, on n'en sait rien en fait, on ne sait pas s'il y a une deuxième vague, etc. Moi je n'en sais strictement rien. D'accord? Donc quand on est dans des environnements incertains comme ça, que la confiance s'effrite, eh bien il faut mieux en fait avoir de la trésorerie pour pouvoir laisser passer la crise et voilà, à la fin, voilà, s'il en reste, très bien, on est solide, on peut continuer à aller faire des affaires, etc. Mais si on s'est fait chatouiller, gratouiller, voire écorcher pendant la crise, forcément, on va se retrouver dans des situations difficiles. Ce que je ne souhaite à personne, mon souhait le plus cher, c'est que l'économie repart et que le coronavirus n'infecte pas l'immobilier. Malheureusement, tu l'as compris, mon point de vue, c'est que c'est déjà trop tard et que plus on va aller dans des situations économiques qui vont être compliquées et plus l'économie, plus les banques vont resserrer les crédits, moins il y aura d'acheteurs, plus il y aura d'offres et ça malheureusement, ça risque de créer en fait des tensions sur le marché immobilier. Si tu penses que la crise en fait immobilière et pour demain qu'on va peut-être se diriger vers un crack immobilier, que tu partages en fait mon analyse, je t'invite à mettre un pouce sur la vidéo. Si tu penses que au contraire le marché va continuer comme si de rien n'était, que on n'est pas vraiment dans une crise économique grave et que ça va repartir, que les prix de l'immobilier vont se maintenir ou en tout cas peut-être continuer d'augmenter, que tout ce que je raconte c'est pas vrai, et que peut-être que les gens qui sont douchés par le marché immobilier, par le marché boursier vont se reporter sur l'immobilier en termes de valeur refuge, mets un pouce négatif sous la vidéo, ça me permettra moi de déjà avoir une tendance